Chapitre 109. Le juge. On se rappelle que l'abbé Busoni était resté seul avec Noirtier dans la chambre mortuaire, et que c'était le vieillard et le prêtre qui s'étaient constitués les gardiens du corps de la jeune fille. Peut-être les exhortations chrétiennes de l'abbé, peut-être sa douce charité, peut-être sa parole persuasive avait-elle rendu le courage au vieillard. Car, depuis le moment où il avait pu conférer avec le prêtre, au lieu du désespoir qui s'était d'abord emparé de lui, tout dans Noirtier annonçait une grande résignation, un calme bien surprenant pour tous ceux qui se rappelaient l'affection profonde portée par lui à Valentine. Monsieur de Villefort n'avait point revu le vieillard depuis le matin de cette mort. Toute la maison avait été renouvelée. Un autre valet de chambre avait été engagé pour lui, un autre serviteur pour Noirtier. 2 femmes étaient entrées au service de madame de Villefort. Tous, jusqu'au concierge et au cocher, offraient de nouveaux visages qui s'étaient dressés, pour ainsi dire, entre les différents maîtres de cette maison maudite, et avaient intercepté les relations déjà assez froides qui existaient entre eux. D'ailleurs, les assises s'ouvraient dans 2 ou 3 jours, et Villefort, enfermé dans son cabinet, poursuivait avec une fiévreuse activité la procédure entamée contre l'assassin de Caderousse. Cette affaire, comme toutes celles auxquelles le comte de Monte Cristo se trouvait mêlé, avait fait grand bruit dans le monde parisien. Les preuves n'étaient pas convaincantes, puisqu'elles reposaient sur quelques mots écrits par un forçat mourant, ancien compagnon de bagne de celui qui l'accusait, et qui pouvait accuser son compagnon par haine ou par vengeance. La conscience seule du magistrat s'était formée. Le procureur du roi avait fini par se donner à lui-même cette terrible conviction que Benedetto était coupable, et il devait tirer de cette victoire difficile une de ces jouissances d'amour-propre qui seules réveillaient un peu les fibres de son cœur glacé. Le procès s'instruisait donc, grâce au travail incessant de Villefort, qui voulait en faire le début des prochaines assises. Aussi avait-il été forcé de se sceller plus que jamais pour éviter de répondre à la quantité prodigieuse de demandes qu'on lui adressait à l'effet d'obtenir des billets d'audience. Et puis, si peu de temps s'était écoulé depuis que la pauvre Valentine avait été déposée dans la tombe, la douleur de la maison était encore si récente que personne ne s'étonnait de voir le père aussi sévèrement absorbé dans son devoir, c'est-à-dire dans l'unique distraction qu'il pouvait trouver à son chagrin. Une seule fois, c'était le lendemain du jour où Benedetto avait reçu cette seconde visite de Bertuccio, dans laquelle celui-ci avait dû lui nommer son père. Le lendemain de ce jour, qui était un dimanche, une seule fois, disons-nous, Villefort avait aperçu son père. C'était dans un moment où le magistrat, harassé de fatigue, était descendu dans le jardin de son hôtel. Et là, sombre, courbé sous une implacable pensée, pareil à Tarquin abattant avec sa badine les têtes des pavots les plus élevés, Monsieur de Villefort abattait avec sa canne les longues et mourantes tiges des roses trémières qui se dressaient le long des allées comme les spectres de ces fleurs si brillantes dans la saison qui venait de s'écouler. Déjà plus d'une fois il avait touché le fond du jardin, c'est-à-dire cette fameuse grille donnant sur le clos abandonné, revenant toujours par la même allée, reprenant sa promenade du même pas et avec le même geste, quand ses yeux se portèrent machinalement vers la maison, dans laquelle il entendait jouer bruyamment son fils, revenu de sa pension pour passer le dimanche et le lundi près de sa mère. Dans ce mouvement, il vit à l'une des fenêtres ouvertes M. Noirtier, qui s'était fait rouler dans son fauteuil jusqu'à cette fenêtre pour jouir des derniers rayons d'un soleil encore chaud qui venait saluer les fleurs mourantes des volubilis et les feuilles rouges des vignes vierges qui tapissaient le balcon. L'œil du vieillard était rivé, pour ainsi dire, sur un point que Villefort n'apercevait qu'imparfaitement. Ce regard de Noirtier était si haineux, si sauvage, si ardent d'impatience, que le procureur du roi, habile à saisir toutes les impressions de ce visage qu'il connaissait si bien, s'écarta de la ligne qu'il parcourait pour voir sur quelle personne tombait ce pesant regard. Alors il vit, sous un massif de tilleuls aux branches déjà presque dégarnies, madame de Villefort, qui, assise, un livre à la main, interrompait de temps à autre sa lecture pour sourire à son fils ou lui renvoyer sa balle élastique qu'il lançait obstinément du salon dans le jardin. Villefort pâlit, car il comprenait ce que voulait le vieillard. Noirtier regardait toujours le même objet, mais soudain son regard se porta de la femme au mari.
Et ce fut Villefort lui-même qui eut à subir l'attaque de ces yeux foudroyants qui, en changeant d'objet, avaient aussi changé de langage, sans toutefois rien perdre de leur menaçante expression. Madame de Villefort, étrangère à toutes ces passions dont les feux croisés passaient au-dessus de sa tête, retenait en ce moment la balle de son fils, lui faisant signe de la venir chercher avec un baiser. Mais Édouard se fit prier longtemps. La caresse maternelle ne lui paraissait probablement pas une récompense suffisante au dérangement qu'il allait prendre. Enfin il se décida, sauta de la fenêtre au milieu d'un massif d'héliotropes et de reine Marguerite, et accourut à madame de Villefort le front couvert de sueur. Madame de Villefort essuya son front, posa ses lèvres sur ce moite ivoire et renvoya l'enfant avec sa balle dans une main et une poignée de bonbons dans l'autre. Villefort, attiré par une invincible attraction, comme l'oiseau est attiré par le serpent, Villefort s'approcha de la maison. À mesure qu'il s'approchait, le regard de Noirtier s'abaissait en le suivant, et le feu de ses prunelles semblait prendre un tel degré d'incandescence que Villefort se sentait dévoré par lui jusqu'au fond du cœur. En effet, on lisait dans ce regard un sanglant reproche en même temps qu'une terrible menace. Alors les paupières et les yeux de Noirtier se levèrent au ciel, comme s'il rappelait à son fils un serment oublié. «C'est bon, monsieur», répliqua Villefort du bas de la cour. «C'est bon. Prenez patience un jour encore. Ce que j'ai dit est dit.» Noirtier parut calmé par ces paroles, et ses yeux se tournèrent avec indifférence d'un autre côté. Villefort déboutonna violemment sa redingote qui l'étouffait, passa une main livide sur son front et rentra dans son cabinet. La nuit s'écoula froide et tranquille. Tout le monde se coucha et dormit comme à l'ordinaire dans cette maison. Seul, comme à l'ordinaire aussi, Villefort ne se coucha point en même temps que les autres, et travailla jusqu'à 5 heures du matin à revoir les dernières interrogatoires faits la veille par les magistrats instructeurs, à compulser les dépositions des témoins et à jeter de la netteté dans son acte d'accusation, l'un des plus énergiques et des plus habilement conçus qu'il eût encore dressé. C'était le lendemain lundi que devait avoir lieu la première séance des assises. Ce jour-là, Villefort le vit poindre blafard et sinistre, et sa lueur bleuâtre vint faire reluire sur le papier les lignes tracées à l'encre rouge. Le magistrat s'était endormi un instant, tandis que sa lampe rendait les derniers soupirs. Il se réveilla à ses pétillements, les doigts humides et empourprés comme s'il les eût trempés dans le sang. Il ouvrit sa fenêtre. Une grande bande orangée traversait au loin le ciel et coupait en deux les minces peupliers qui se profilaient en noir sur l'horizon. Dans le champ de luzerne, au-delà de la grille des marronniers, une alouette montait au ciel en faisant entendre son chant clair et matinal. L'air humide de l'aube inonda la tête de Villefort et rafraîchit sa mémoire. « Ce sera pour aujourd'hui, dit-il avec effort. Aujourd'hui, l'homme qui va tenir le glaive de la justice doit frapper partout où sont les coupables. » Ses regards allèrent alors, malgré lui, chercher la fenêtre de Noirtier, qui s'avançait en retour, la fenêtre où il avait vu le vieillard la veille. Le rideau en était tiré, et cependant l'image de son père lui était tellement présente qu'il s'adressait à cette fenêtre fermée comme si elle était ouverte, et que par cette ouverture il vit encore le vieillard menaçant. « Oui, murmura-t-il, oui, sois tranquille. » Sa tête retomba sur sa poitrine, et la tête ainsi inclinée, il fit quelques tours dans son cabinet. Puis enfin il se jeta tout habillé sur un canapé, moins pour dormir que pour assouplir ses membres raidis par la fatigue et le froid du travail qui pénètre jusque dans la moelle des os. Peu à peu, tout le monde se réveilla. Villefort, de son cabinet, entendit ces bruits successifs qui constituent, pour ainsi dire, la vie de la maison. Les portes mises en mouvement, le tintement de la sonnette de madame de Villefort qui appelait sa femme de chambre, les premiers cris de l'enfant qui se levait joyeux comme on se lève d'habitude à cet âge. Villefort sonna à son tour. Son nouveau valet de chambre entra chez lui et lui apporta les journaux. En même temps que les journaux, il apportait une tasse de chocolat. « Que m'apportez-vous là » demanda Villefort. « Une tasse de chocolat,
Je ne l'ai point demandé. Qui prend donc ce soin de moi? Madame, elle m'a dit que monsieur parlerait sans doute beaucoup aujourd'hui dans cette affaire d'assassinat et qu'il avait besoin de prendre des forces. Et le valet déposa sur la table dressée près du canapé, table comme toutes les autres chargée de papier, la tasse de vermeil. Le valet sortit. Villefort regarda un instant la tasse d'un air sombre, puis tout à coup il la prit avec un mouvement nerveux et avala d'un seul trait le breuvage qu'elle contenait. On eût dit qu'il espérait que ce breuvage était mortel et qu'il appelait la mort pour le délivrer d'un devoir qui lui commandait une chose bien plus difficile que de mourir. Puis il se leva et se promena dans son cabinet avec une espèce de sourire qui eût été terrible à voir si quelqu'un lui regardait. Le chocolat était inoffensif, et M. de Villefort n'éprouva rien. L'heure du déjeuner arrivée, M. de Villefort ne parut point à table. Le valet de chambre rentra dans le cabinet. Madame fait prévenir monsieur, dit-il, qu'11 heures viennent de sonner et que l'audience est pour midi. Eh bien, dit Villefort. Après? Madame a fait sa toilette. Elle est toute prête et demande si elle accompagnera monsieur. Où cela? Au palais. Pourquoi faire? Madame dit qu'elle désire beaucoup assister à cette séance. Ah! Fit Villefort avec un accent presque effrayant. Elle désire cela. Le domestique recula d'un pas et dit: Si monsieur désire sortir seul, je vais le dire à madame. Villefort resta un instant muet. Il creusait avec ses ongles sa joue pâle sur laquelle tranchait sa barbe d'un noir d'ébène. Dites à madame, répondit-il enfin, que je désire lui parler, et que je la prie de m'attendre chez elle. Oui, monsieur. Puis vous revenez me raser et m'habiller. À l'instant. Le valet de chambre disparut en effet pour reparaître, rasa Villefort et l'habilla solennellement de noir. Puis, lorsqu'il eut fini, Madame a dit qu'elle attendait monsieur aussitôt sa toilette achevée, dit-il. j'y vais. Et Villefort, les dossiers sous le bras, son chapeau à la main, se dirigea vers l'appartement de sa femme. À la porte, il s'arrêta un instant et essuya avec son mouchoir la sueur qui coulait sur son front livide. Puis il poussa la porte. Madame de Villefort était assise sur une ottomane, feuilletant avec impatience des journaux et des brochures que le jeune Édouard s'amusait à mettre en pièces avant même que sa mère eût eu le temps d'en achever la lecture. Elle était complètement habillée pour sortir. Son chapeau l'attendait posé sur un fauteuil. Elle avait mis ses gants. Ah, vous voici, monsieur, dit-elle de sa voix naturelle et calme. Mon Dieu, êtes-vous assez pâle, monsieur? Vous avez donc encore travaillé toute la nuit. Pourquoi n'êtes-vous pas venu déjeuner avec nous? Eh bien, m'emmenez-vous ou irai-je seul avec Édouard? Madame de Villefort avait, comme on le voit, multiplié les demandes pour obtenir une réponse. Mais à toutes ces demandes, M. de Villefort était resté froid et muet comme une statue. Édouard, dit Villefort en fixant sur l'enfant un regard impérieux. Allez jouer au salon, mon ami. Il faut que je parle à votre mère. Madame de Villefort, voyant cette froide contenance, ce ton résolu, ces apprêts préliminaires étranges, tressaillit. Édouard avait levé la tête, avait regardé sa mère, puis, voyant qu'elle ne confirmait point l'ordre de M. de Villefort, il s'était remis à couper la tête à ses soldats de plomb. Édouard, cria M. de Villefort si durement que l'enfant bondit sur le tapis. Entendez-vous? Allez. L'enfant, à qui ce traitement était peu habituel, se releva debout et pâlit. Il eût été difficile de dire si c'était de colère ou de peur. Son père alla à lui prit par le bras et le baisa au front. Va, dit-il. Enfant, va. Édouard sortit. Monsieur de Villefort alla à la porte et la ferma derrière lui au verrou. Oh mon Dieu! Fit la jeune femme en regardant son mari jusqu'au fond de l'âme et en ébauchant un sourire qui glaça l'impassibilité de Villefort. Qu'y a-t-il donc? Madame, où mettez-vous le poison dont vous vous servez d'habitude? Articula nettement et sans préambule le magistrat, placé entre sa femme et la porte. Madame de Villefort éprouva ce que doit éprouver l'alouette lorsqu'elle voit le Milan resserrer au-dessus de sa tête ses cercles meurtriers. Un son rauque, brisé,
qui n'était ni un cri ni un soupir, s'échappa de la poitrine de madame de Villefort, qui pâlit jusqu'à la lividité. Monsieur, dit-elle, je, je ne comprends pas. Et comme elle s'était soulevée dans un paroxysme de terreur, dans un second paroxysme plus fort sans doute que le premier, elle se laissa retomber sur les coussins du sofa. Je vous demandais, continua Villefort d'une voix parfaitement calme, en quel endroit vous cachiez le poison, à l'aide duquel vous avez tué mon beau-père, monsieur de Saint-Méran, ma belle-mère, Barrois, et ma fille Valentine. Ah, monsieur, s'écria madame de Villefort en joignant les mains. Que dites-vous? Ce n'est point à vous de m'interroger, mais de répondre. Est-ce au juge ou au mari? Balbutia madame de Villefort. Au juge, madame. Au juge. C'était un spectacle effrayant que la pâleur de cette femme, l'angoisse de son regard, le tremblement de tout son corps. Ah, monsieur, murmura-t-elle. Ah, monsieur. Et ce fut tout. Vous ne répondez pas, madame, s'écria le terrible interrogateur. Puis il ajouta avec un sourire plus effrayant encore que sa colère. Il est vrai que vous ne niez pas. Elle fit un mouvement. Et vous ne pourriez nier, ajouta Villefort en étendant la main vers elle, comme pour la saisir au nom de la justice. Vous avez accompli ces différents crimes avec une impudente adresse, mais qui cependant ne pouvait tromper que les gens disposés, par leur affection, à s'aveugler sur votre compte. Dès la mort de madame de Saint-Méran, j'ai su qu'il existait un empoisonneur dans ma maison. Monsieur d'Avrigny m'en avait prévenu. Après la mort de Barrois, Dieu me pardonne, mes soupçons se sont portés sur quelqu'un, sur un ange. Mes soupçons qui, même là, où il n'y a pas de crime, veillent sans cesse s'allumer au fond de mon cœur. Mais après la mort de Valentine, il n'y a plus eu de doute pour moi, madame. Et non seulement pour moi, mais encore pour d'autres. Ainsi votre crime, connu de 2 personnes maintenant, soupçonné par plusieurs, va devenir public. Et comme je vous le disais tout à l'heure, madame, ce n'est plus un mari qui vous parle, c'est un juge. La jeune femme cacha son visage dans ses 2 mains. Monsieur, monsieur, balbutia-t-elle, je vous en supplie, ne croyez pas les apparences. Seriez-vous lâche? S'écria Villefort d'une voix méprisante. En effet, j'ai toujours remarqué que les empoisonneurs étaient lâches. Seriez-vous lâche, vous qui avez eu l'affreux courage de voir expier devant vous 2 vieillards et une jeune fille, assassinés par vous? Monsieur, monsieur, seriez-vous lâche? Continua Villefort avec une exaltation croissante. Vous, qui avez compté une à une les minutes de 4 agonies, vous qui avez combiné vos plans infernaux et remué vos breuvages infâmes avec une habileté et une précision si miraculeuses, vous qui avez si bien combiné tout, auriez-vous donc oublié de calculer une seule chose, c'est-à-dire où pouvez-vous mener la révélation de vos crimes? Oh, c'est impossible, cela, et vous avez gardé quelques poisons plus doux, plus subtils et plus meurtriers que les autres pour échapper au châtiment qui vous était dû. Vous avez cela, je l'espère du moins. Madame de Villefort tordit ses mains et tomba à genoux. Je sais bien, dit-il. Vous avouez, mais l'aveu fait à des juges. L'aveu fait au dernier moment. L'aveu fait quand on ne peut plus nier. Cet aveu ne diminue en rien le châtiment qu'ils infligent aux coupables. Le châtiment! S'écria madame de Villefort. Le châtiment! Monsieur, voilà 2 fois que vous prononcez ce mot! Sans doute. Est-ce parce que vous étiez 4 fois coupable que vous avez cru y échapper? Est-ce parce que vous êtes la femme de celui qui requiert ce châtiment que vous avez cru que ce châtiment s'écarterait? Non, madame, non. Quel que soit l'échafaud, attend l'empoisonneuse. C'est surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, l'empoisonneuse n'a pas eu le soin
de conserver pour elle quelques gouttes de son plus sûr poison. Madame de Villefort poussa un cri sauvage, et la terreur hideuse et indomptable envahit ses traits décomposés. « Oh, ne craignez pas l'échafaud, madame !» dit le magistrat. « Je ne veux pas vous déshonorer, car ce serait me déshonorer moi-même. Non, au contraire, si vous m'avez bien entendu, vous devez comprendre que vous ne pouvez mourir sur un échafaud. »« Non, je n'ai pas compris. Que voulez-vous dire ?» balbutia la malheureuse femme, complètement atterrée. « Je veux dire que la femme du premier magistrat de la capitale ne chargera pas de son infamie un nom demeuré sans tache, et ne déshonorera pas du même coup son mari et son enfant. »« Non. Oh non. » Eh bien, madame, ce sera une bonne action de votre part. Et cette bonne action, je vous remercie. »« Vous m'en remerciez de quoi ?»« De ce que vous venez de dire. »« Qu'ai-je dit ? J'ai la tête perdue. Je ne comprends plus rien. Oh mon Dieu. Mon Dieu !» Elle se leva, les cheveux épars, les lèvres écumantes. « Vous avez répondu, madame, à cette question que je vous fis en entrant. Où est le poison dont vous vous servez d'habitude, madame ?» Madame de Villefort leva les bras au ciel et serra convulsivement ses mains l'une contre l'autre. « Non, non, non !» vociféra-t-elle. « Non, vous ne voulez point cela !»« C'est ce que je ne veux pas, madame. C'est que vous périssiez sur un échafaud. Entendez-vous » répondit Villefort. « Grâce, monsieur, grâce !»« Ce que je veux, c'est que justice soit faite. Je suis sur terre pour punir, madame, » ajouta-t-il avec un regard flamboyant. « À toute autre femme, fût-ce à une reine, j'enverrai le bourreau. Mais à vous, je serai miséricordieux. À vous, je dis, n'est-ce pas, madame, que vous avez conservé quelques gouttes de votre poison le plus doux, le plus prompt et le plus sûr. »« Oh, pardonnez-moi, monsieur, laissez-moi vivre !»« Elle était lâche, » dit Villefort. « Songez que je suis votre femme. »« Vous êtes une empoisonneuse. »« Au nom du ciel !»« Non. »« Au nom de l'amour que vous avez eu pour moi. »« Non. Non. »« Au nom de votre enfant. Ah, pour notre enfant, laissez-moi vivre. »« Non. Non. Non, vous dis-je. Un jour, si je vous laissais vivre, vous le tueriez peut-être aussi comme les autres. »« Moi, tuez mon fils !» s'écria cette mère sauvage en s'élançant vers Villefort. « Moi, tuez Édouard, tuez mon Édouard. Ah !» Et un rire affreux, un rire de démon, un rire de folle acheva la phrase et se perdit dans un râle sanglant. Madame de Villefort était tombée aux pieds de son mari. Villefort s'approcha d'elle. « Songez-y, madame, dit-il. Si à mon retour justice n'est pas faite, je vous dénonce de ma propre bouche et je vous arrête de mes propres mains. » Elle écoutait, pantelante, abattue, écrasée. Son œil seul vivait en elle et couvait un feu terrible. « Vous m'entendez » dit Villefort. « Je vais là-bas requérir la peine de mort contre un assassin. Si je vous retrouve vivante, vous coucherez ce soir à la conciergerie. » Madame de Villefort poussa un soupir. Ses nerfs se détendirent. Elle s'affaissa brisée sur le tapis. Le procureur du roi parut éprouver un mouvement de pitié. Il la regarda moins sévèrement et s'inclinant légèrement devant elle. « Adieu, madame, » dit-il lentement. « Adieu. » Cet adieu tomba comme le couteau mortel sur madame de Villefort. Elle s'évanouit. Le procureur du roi sortit et, en sortant, ferma la porte à double tour. Chapitre 110. Les assises. L'affaire Benedetto, comme on disait alors au palais et dans le monde, avait produit une énorme sensation. Habitué du Café de Paris, du boulevard de Gand et du bois de Boulogne, le faux Cavalcanti, pendant qu'il était resté à Paris et pendant les 2 ou 3 mois qu'avait duré sa splendeur, avait fait une foule de connaissances. Les journaux avaient raconté les diverses stations du prévenu dans sa vie élégante et dans sa vie du bagne. Il en résultait la plus vive curiosité,
chez ceux-là surtout qui avaient personnellement connu le prince Andrea Cavalcanti. Aussi cela surtout était-il décidé à tout risquer pour aller voir sur le banc des accusés Monsieur Benedetto, l'assassin de son camarade de chaîne. Pour beaucoup de gens, Benedetto était sinon une victime, du moins une erreur de la justice. On avait vu M. Cavalcanti père à Paris, et l'on s'attendait à le voir de nouveau apparaître pour réclamer son illustre rejeton. Bon nombre de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la fameuse polonaise avec laquelle il avait débarqué chez le comte de Monte Cristo s'étaient sentis frappés de l'air digne, de la gentilhommerie et de la science du monde qu'avait montré le vieux patricien, lequel, il faut le dire, semblait un seigneur parfait toutes les fois qu'il ne parlait point et ne faisait point d'arithmétique. Quant à l'accusé lui-même, beaucoup de gens se rappelaient l'avoir vu si aimable, si beau, si prodigue qu'il aimait mieux croire à quelques machinations de la part d'un ennemi comme on en trouve en ce monde, où les grandes fortunes élèvent les moyens de faire le mal et le bien à la hauteur du merveilleux et à la puissance de l'inouï. Chacun accourut donc à la séance de la cour d'assises, les uns pour savourer le spectacle, les autres pour le commenter. Dès 7 heures du matin, on faisait queue à la grille, et 1 heure avant l'ouverture de la séance, la salle était déjà pleine de privilégiés. Avant l'entrée de la cour, et même souvent après, une salle d'audience, les jours de grands procès, ressemblent fort à un salon où beaucoup de gens se reconnaissent, s'abordent quand ils sont assez près les uns des autres pour ne pas perdre leur place, se font des signes quand ils sont séparés par un trop grand nombre de populaires, d'avocats et de gendarmes. Il faisait ces magnifiques journées d'automne qui nous dédommagent parfois d'un été absent ou écourté. Les nuages que M. de Villefort avait vus le matin rayer le soleil levant s'étaient dissipés comme par magie et laissaient luire dans toute sa pureté un des derniers, un des plus beaux jours de septembre. Beauchamp, un des rois de la presse, et par conséquent ayant son trône partout, lorgné à droite et à gauche, il aperçut Château-Renaud et Debray, qui venaient de gagner les bonnes grâces d'un sergent de ville et qu'il avait décidé à se mettre derrière eux au lieu de les masquer comme c'était son droit. Le digne agent avait flairé le secrétaire du ministre et le millionnaire. Il se montra plein d'égards pour ses nobles voisins et leur permit même d'aller rendre visite à Beauchamp, en leur promettant de leur garder leur place. « Eh bien, dit Beauchamp, nous venons donc voir notre ami. »« Eh mon Dieu, oui, répondit Debray. Ce digne prince, que le diable soit des princes italiens, va. Un homme qui avait eu Dante pour généalogiste et qui remontait à la divine comédie. »« Noblesse de corde, dit flegmatiquement Château-Renaud. Il sera condamné, n'est-ce pas? Demanda Debray à Beauchamp. Eh, mon cher, répondit le journaliste, c'est à vous, ce me semble, qu'il faut demander cela. Vous connaissez mieux que nous autres l'air du bureau. Avez-vous vu le président à la dernière soirée de votre ministre? Oui. Que vous a-t-il dit? Une chose qui va vous étonner. Ah, parlez donc vite alors, cher ami. Il y a si longtemps qu'on ne me dit plus rien de ce genre-là. Eh bien, il m'a dit que Benedetto, qu'on regarde comme un phénix de subtilité, comme un géant d'astuce, n'est qu'un filou très subalterne, très niais, et tout à fait indigne des expressions qu'on pourra faire après sa mort sur ses organes phrénologiques. Bah, fit Beauchamp, il jouait cependant très passablement le prince. Pour vous, Beauchamp, qui les détestait, ces malheureux princes, et qui est enchanté de leur trouver de mauvaise façon. Mais pas pour moi, qui flaire d'instinct le gentilhomme et qui lève une famille aristocratique, quelle qu'elle soit en vrai limite du blason. Ainsi, vous n'avez jamais cru à sa principauté. À sa principauté? Si. À son principat? Non. Pas mal, je vous assure cependant que pour tout autre que vous, il pouvait passer, je l'ai vu chez les ministres. Ah oui, dit Château-Renaud. Avec cela que vos ministres se connaissent en prince. Il y a du bon dans ce que vous venez de dire, Château-Renaud, répondit Beauchamp en éclatant de rire. La phrase est courte, mais agréable. Je vous demande la permission d'en user dans mon compte-rendu. Prenez, mon cher Beauchamp, dit Château-Renaud, prenez. Je vous donne ma phrase pour ce qu'elle vaut. Mais, dit Debray à Beauchamp, si j'ai parlé au président, vous avez dû parler au procureur du roi, vous. Impossible. Depuis 8 jours, M. de Villefort se scelle. C'est tout naturel, cette suite étrange de chagrins domestiques couronnés par la mort non moins étrange de sa fille. La mort étrange? Que dites-vous donc là, Beauchamp? Ah, oui, faites donc l'ignorant, sous prétexte que tout cela se passe chez la noblesse de robe, dit Beauchamp en appliquant son lorgnon à son œil et à le forçant de tenir tout seul.
Mon cher monsieur, dit Château Renaud, permettez-moi de vous dire que pour le lorgnon, vous n'êtes pas de la force de Debré. Debré, donnez donc une leçon à monsieur Beauchamp. Tiens, dit Beauchamp, je ne me trompe pas. Quoi donc? C'est elle. Qui, elle? On la disait partie. Mademoiselle Eugénie, demanda Château Renaud. Serait-elle déjà revenue? Non, mais sa mère. Madame Danglars. Allons donc, fit Château Renaud. Impossible. 10 jours après la fuite de sa fille, 3 jours après la banqueroute de son mari. Debré rougit légèrement et suivit la direction du regard de Beauchamp. Allons donc, dit-il. C'est une femme voilée, une dame inconnue. Quelque princesse étrangère, la mère du prince Cavalcanti peut-être. Mais vous disiez, ou plutôt vous alliez dire des choses fort intéressantes, Beauchamp, ce me semble. Moi? Oui. Vous parliez de la mort étrange de Valentine. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi donc madame de Villefort n'est-elle pas ici? Pauvre chère femme, dit Debré. Elle est sans doute occupée à distiller de l'eau de mélisse pour les hôpitaux et à composer des cosmétiques pour elle et pour ses amis. Vous savez qu'elle dépense à cet amusement 2 ou 3 000 écus par an, à ce que l'on assure. Au fait, vous avez raison, pourquoi n'est-elle pas ici, madame de Villefort? Je l'aurais vue avec un grand plaisir, j'aime beaucoup cette femme. Et moi, dit Château Renaud, je la déteste. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi aime-t-on? Pourquoi déteste-t-on? Je la déteste par antipathie. Ou par instinct, toujours. Peut-être. Mais revenons à ce que vous disiez, Beauchamp. Eh bien, reprit Beauchamp, n'êtes-vous pas curieux de savoir, messieurs, pourquoi l'on meurt si dru dans la maison Villefort? Dru est joli, dit Château Renaud. Mon cher, le mot se trouve dans Saint-Simon. Mais la chose se trouve chez monsieur de Villefort. Revenez-y donc. Ma foi, dit Debray, j'avoue que je ne perds pas de vue cette maison tendue de deuil depuis 3 mois. Et avant-hier encore, à propos de Valentine, madame m'en parlait. Qu'est-ce que madame demanda Château Renaud. La femme du ministre, pardieu. Ah, pardon, fit Château Renaud. Je ne vais pas chez les ministres, moi. Je laisse cela au prince. Vous n'étiez que beau. Vous devenez flamboyant, baron. Prenez pitié de nous, ou vous allez nous brûler comme un autre Jupiter. Je ne dirai plus rien, dit Château Renaud. Mais que diable, ayez pitié de moi. Ne me donnez pas la réplique. Voyons, tâchons d'arriver au bout de notre dialogue, Beauchamp. Je vous disais donc que madame me demandait avant-hier des renseignements là-dessus. Instruisez-moi, j'en instruisais. Eh bien, messieurs, si l'on meurt si dru, je maintiens le mot, dans la maison Villefort, c'est qu'il y a un assassin dans la maison. Les 2 jeunes gens tressaillirent, car déjà plus d'une fois la même idée leur était venue. Et qui est cet assassin? Demandèrent-ils ensemble. Le jeune Édouard. Un éclat de rire des 2 auditeurs ne déconcerta aucunement l'orateur qui continua. Oui, messieurs, le jeune Édouard, enfant phénoménal, qui tue déjà comme père et mère. C'est une plaisanterie. Pas du tout. J'ai pris hier un domestique qui sort de chez monsieur de Villefort. Écoutez bien ceci. Nous écoutons. Et que je vais renvoyer demain parce qu'il mange énormément pour se remettre du jeûne de terreur qu'il s'imposait là-bas. Eh bien, il paraît que ce cher enfant a mis la main sur quelques flacons de drogue dont il use de temps en temps contre ceux qui lui déplaisent. D'abord, ce fut bon papa et bonne maman de Saint-Méran qui lui déplurent, et il leur a versé 3 gouttes de son élixir. 3 gouttes suffirent. Puis, le brave Barrois, vieux serviteur de bon papa Noirtier, lequel rudoyait de temps en temps l'aimable espiègle que vous connaissez. L'aimable espiègle lui a versé 3 gouttes de son élixir. Ainsi fut fait de la pauvre Valentine qui ne le rudoyait pas, elle, mais dont il était jaloux. Il lui a versé 3 gouttes de son élixir, et pour elle, comme pour les autres, tout a été fini. Mais quel diable de conte nous faites-vous là? Dit Château Renaud. Oui, dit Beauchamp, un conte de l'autre monde, n'est-ce pas? C'est absurde, dit Debray. Ah, reprit Beauchamp, voilà des chats que vous cherchez des moyens dilatoires. Que diable! Demandez à mon domestique, ou plutôt à celui qui demain ne sera plus mon domestique. C'est le bruit de la maison. Mais cet élixir, où est-il? Quel est-il? Dame, l'enfant le cache. Où l'a-t-il pris? Dans le laboratoire de madame sa mère. Sa mère a donc des poisons dans son laboratoire. Est-ce que je sais, moi? Vous venez de me faire là des questions de procureur du roi. Je répète ce qu'on m'a dit, voilà tout. Je vous cite mon auteur. Je ne puis faire davantage. Le pauvre diable ne mangeait plus d'épouvante. C'est incroyable. Mais non, mon cher, ce n'est pas incroyable du tout.
Vous avez vu l'an passé cet enfant de la rue Richelieu qui s'amusait à tuer ses frères et sœurs en leur enfonçant une épingle dans l'œil tandis qu'ils dormaient. La génération qui nous suit est très précoce, mon cher. Mon cher, dit Château Renaud, je parie que vous ne croyez pas un seul mot de ce que vous nous racontez là. Mais je ne vois pas le comte de Monte Cristo. Comment donc n'est-il pas ici? Il est blasé, lui, fit Debray. Et puis il ne voudra pas point paraître devant tant de monde, lui qui a été la dupe de tous les Cavalcanti, lesquels sont venus à lui, à ce qu'il paraît avec de fausses lettres de créance, de sorte qu'il en est pour une centaine de mille francs hypothéqués sur sa principauté. À propos, monsieur de Château-Renaud, demanda Beauchamp, comment se porte Morel? Ma foi, dit le gentilhomme, voici 3 fois que je vais chez lui, et pas plus de Morel que sur la main. Cependant, sa sœur ne m'a point paru inquiète, et elle m'a dit avec un fort bon visage qu'elle ne l'avait pas vu non plus depuis 2 ou 3 jours, mais qu'elle était certaine qu'il se portait bien. Ah, j'y pense. Le comte de Monte Cristo ne peut pas venir dans la salle, dit Beauchamp. Pourquoi cela? Parce qu'il est acteur dans le drame. Est-ce qu'il a aussi assassiné quelqu'un? Demanda Debray. Mais non, c'est lui, au contraire, qu'on a voulu assassiner. Vous savez bien que c'est en sortant de chez lui que ce bon monsieur Caderousse a été assassiné par son petit ami Benedetto. Vous savez bien que c'est chez lui qu'on a retrouvé ce fameux gilet dans lequel était la lettre, qui est venu déranger la signature du contrat. Voyez-vous le fameux gilet? Il est là, tout sanglant sur le bureau comme pièce de conviction. Ah, fort bien. Chut, messieurs, voici la cour, à nos places. En effet, un grand bruit se fit entendre dans le prétoire. Le sergent de ville appela ses 2 protégés par un énergique, et l'huissier, paraissant au seuil de la salle des délibérations, cria de cette voix glapissante que les huissiers avaient déjà du temps de Beaumarchais. La cour, messieurs! Chapitre 111. L'acte d'accusation. Les juges prirent séance au milieu du plus profond silence. Les jurés s'assirent à leur place. Monsieur de Villefort, objet de l'attention, et nous dirons presque de l'admiration générale, se plaça couvert dans son fauteuil, promenant un regard tranquille autour de lui. Chacun regardait avec étonnement cette figure grave et sévère, sur l'impassibilité de laquelle les douleurs personnelles semblaient n'avoir aucune prise. Et l'on regardait avec une espèce de terreur cet homme étranger aux émotions de l'humanité. Gendarme, dit le président, amenez l'accusé. À ces mots, l'attention du public devint plus active, et tous les yeux se firent sur la porte par laquelle Benedetto devait entrer. Bientôt cette porte s'ouvrit et l'accusé parut. L'impression fut la même sur tout le monde, et nul ne se trompa à l'expression de sa physionomie. Ses traits ne portaient pas l'empreinte de cette émotion profonde qui refoule le sang au cœur et décolore le front et les joues. Ses mains, gracieusement posées l'une sur son chapeau, l'autre dans l'ouverture de son gilet de piqué blanc, n'étaient agitées d'aucun frisson. Son œil était calme et même brillant. À peine dans la salle, le regard du jeune homme se mit à parcourir tous les rangs des juges et des assistants et s'arrêta plus longuement sur le président et surtout sur le procureur du roi. Auprès d'Andrea se plaça son avocat nommé d'office, car Andrea n'avait point voulu s'occuper de ces détails auxquels il n'avait paru attacher aucune importance. Jeune homme aux cheveux d'un blanc fade, au visage rougi par une émotion 100 fois plus sensible que celle du prévenu. Le président demanda la lecture de l'acte d'accusation, rédigé, comme on sait, par la plume si habile et si implacable de Villefort. Pendant cette lecture qui fut longue et qui, pour tout autre, eût été accablante, l'attention publique ne cessa de se porter sur Andrea, qui en soutint le poids avec la gaieté d'âme d'un Spartiate. Jamais Villefort, peut-être, n'avait été si concis ni si éloquent. Le crime était présenté sous les couleurs les plus vives. Les antécédents du prévenu, sa transfiguration, la filiation de ses actes depuis un âge assez tendre, étaient déduits avec le talent que la pratique de la vie et la connaissance du cœur humain pouvaient fournir à un esprit aussi élevé que celui du procureur du roi. Avec ce seul préambule,
Benedetto était à jamais perdu dans l'opinion publique, en attendant qu'il fût puni plus matériellement par la loi. Andrea ne prêta pas la moindre attention aux charges successives qui s'élevaient et retombaient sur lui. Monsieur de Villefort, qui l'examinait souvent, et qui sans doute continuait sur lui les études psychologiques qu'il avait eu si souvent l'occasion de faire sur des accusés, Monsieur de Villefort ne put une seule fois lui faire baisser les yeux, quelle que fût la fixité et la profondeur de son regard. Enfin, la lecture fut terminée. Accusé, dit le président, vos noms et prénoms. Andrea se leva. Pardonnez-moi, monsieur le président, dit-il d'une voix dont le timbre vibrait parfaitement pur. Mais je vois que vous allez prendre un ordre de questions dans lequel je ne puis vous suivre. J'ai la prétention que c'est à moi de justifier plus tard d'être une exception aux accusés ordinaires. Veuillez donc, je vous prie, me permettre de répondre en suivant un ordre différent. Je n'en répondrai pas moins à tout. Le président, surpris, regarda les jurés, qui regardèrent le procureur du roi. Une grande surprise se manifesta dans toute l'assemblée, mais Andrea ne parut aucunement s'en émouvoir. « Votre âge, dit le président. Répondrez-vous à cette question? À cette question comme aux autres, je répondrai, monsieur le président, mais à son tour. Votre âge? Répéta le magistrat. J'ai 21 ans. Ou plutôt, je les aurai seulement dans quelques jours, étant né dans la nuit du 27 au 28 septembre 1817. Monsieur de Villefort, qui était occupé à prendre une note, leva la tête à cette date. Où êtes-vous né? Continua le président. À Auteuil, près de Paris, répondit Benedetto. Monsieur de Villefort leva une seconde fois la tête, regarda Benedetto comme il eût regardé la tête de Méduse, et devint livide. Quant à Benedetto, il passa gracieusement sur ses lèvres le coin brodé d'un mouchoir de fine batiste. Votre profession? Demanda le président. D'abord j'étais faussaire, dit Andrea le plus tranquillement du monde. Ensuite je suis passé voleur, et tout récemment je me suis fait assassin. Un murmure, ou plutôt une tempête d'indignation et de surprise éclata dans toutes les parties de la salle. Les juges eux-mêmes se regardèrent stupéfaits. Les jurés manifestèrent le plus grand dégoût pour ce cynisme qu'on attendait si peu d'un homme élégant. Monsieur de Villefort appuya une main sur son front qui, d'abord pâle, était devenu rouge et bouillant. Tout à coup, il se leva et, regardant autour de lui comme un homme égaré, l'air venait à lui manquer. « Cherchez-vous quelque chose, monsieur le procureur du roi ?» demanda Benedetto avec son plus obligeant sourire. Monsieur de Villefort ne répondit rien, et se rassit, ou plutôt retomba sur son fauteuil. « Est-ce maintenant, prévenu, que vous consentez à dire votre nom ?» demanda le président. L'affectation brutale que vous avez mise à énumérer vos différents crimes que vous qualifiez de profession, l'espèce de point d'honneur que vous y tachez, ce dont, au nom de la morale et du respect dû à l'humanité, la Cour doit vous blâmer sévèrement. Voilà peut-être la raison qui vous a fait tarder de vous nommer. Vous voulez faire ressortir ce nom par les titres qui précèdent? C'est incroyable, monsieur le président, dit Benedetto du ton de voix le plus gracieux et avec les manières les plus polies. Comme vous avez lu au fond de ma pensée. C'est en effet dans ce but que je vous ai prié d'intervertir l'ordre des questions. La stupeur était à son comble. Il n'y avait plus dans les paroles de l'accusé ni forfanterie ni cynisme. L'auditoire, ému, pressentait quelque foudre éclatante au fond de ce nuage sombre. « Eh bien, dit le président, votre nom ?»« Je ne puis vous dire mon nom, car je ne le sais pas, mais je sais celui de mon père, et je peux vous le dire. » Un éblouissement douloureux aveugla Villefort. On vit tomber de ses joues des gouttes de sueur âcres et pressées sur les papiers qu'il remuait d'une main convulsive et éperdue. « Dites alors le nom de votre père ?» reprit le président. Pas un souffle, pas une haleine ne troublait le silence de cette immense assemblée. Tout le monde attendait. « Mon père est procureur du roi, » répondit tranquillement Andrea. « Procureur du roi ?» fit avec stupéfaction le président,
sans remarquer le bouleversement qui se faisait sur la figure de M. de Villefort. Procureur du roi? Oui, et puisque vous voulez savoir son nom, je vais vous le dire. Il se nomme de Villefort. L'explosion, si longtemps contenue par le respect qu'en séance on porte à la justice, se fit jour, comme un tonnerre, du fond de toutes les poitrines. La cour elle-même se songea point à réprimer ce mouvement de la multitude. Les interjections, les injures adressées à Benedetto, qui demeurait impassible, les gestes énergiques, le mouvement des gendarmes, le ricanement de cette partie fangeuse qui, dans toute assemblée, monte à la surface au moment de troubles et de scandales, tout cela dura 5 minutes avant que les magistrats et les huissiers eussent réussi à rétablir le silence. Au milieu de tout ce bruit, on entendait la voix du président qui s'écriait: « Vous jouez-vous de la justice, accusé, et oseriez-vous donner à vos concitoyens le spectacle d'une corruption qui, dans une époque qui cependant ne laisse rien à désirer sous ce rapport, n'aurait pas encore eu son égal ?» 10 personnes s'empressaient auprès de monsieur le procureur du roi, à demi écrasé sur son siège, et lui offraient des consolations, des encouragements, des protestations de zèle et de sympathie. Le calme s'était rétabli dans la salle, à l'exception cependant d'un point où un groupe assez nombreux s'agitait et chuchotait. Une femme, disait-on, venait de s'évanouir. On lui avait fait respirer des sels, et elle s'était remise. Andrea, pendant tout ce tumulte, avait tourné sa figure souriante vers l'assemblée. Puis, s'appuyant enfin d'une main sur la rampe de chêne de son banc, et cela dans l'attitude la plus gracieuse. « Messieurs, dit-il, à Dieu ne plaise que je cherche à insulter la cour, et à faire en présence de cette honorable assemblée un scandale inutile. On me demande quel âge j'ai, je le dis. On me demande où je suis né, je réponds. On me demande mon nom, je ne puis le dire puisque mes parents m'ont abandonné. Mais je puis bien, sans dire mon nom puisque je n'en ai pas, dire celui de mon père. Or, je le répète, mon père se nomme Monsieur de Villefort, et je suis tout prêt à le prouver. » Il y avait dans l'accent du jeune homme une certitude, une conviction, une énergie qui réduisirent le tumulte au silence. Les regards se portèrent un moment sur le procureur du roi, qui gardait sur son siège l'immobilité d'un homme que la foudre vient de changer en cadavre. « Messieurs, » continua Andrea en commandant le silence du geste et de la voix, « je vous dois la preuve et l'explication de mes paroles. »« Mais, » s'écria le président irrité, « vous avez déclaré dans l'instruction vous nommer Benedetto. Vous avez dit être orphelin. Et vous êtes donné la Corse pour patrie. » J'ai dit à l'instruction ce qu'il m'a convenu de dire à l'instruction, car je ne voulais pas que l'on affaiblît ou que l'on arrêtât, ce qui n'eût point manqué d'arriver, le retentissement solennel que je voulais donner à mes paroles. Maintenant, je vous répète que je suis né à Auteuil, dans la nuit du 27 au 28 septembre 1817, et que je suis le fils de monsieur le procureur du roi Villefort. Maintenant, voulez-vous des détails? Je vais vous en donner. Je naquis au premier de la maison numéro 28, rue de la Fontaine, dans une chambre tendue de damas rouge. Mon père me prit dans ses bras en disant à ma mère que j'étais mort, m'enveloppa dans une serviette marquée d'un H et d'un N, et m'emporta dans le jardin où il m'enterra vivant. Un frisson parcourut tous les assistants quand ils virent que grandissait l'assurance du prévenu avec l'épouvante de M. de Villefort. « Mais comment savez-vous tous ces détails ?» demanda le président. « Je vais vous le dire, monsieur le président. Dans le jardin où mon père venait de m'ensevelir, s'était, cette nuit-là même, introduit un homme qui lui en voulait mortellement, et qui le guettait depuis longtemps pour accomplir sur lui une vengeance corse. L'homme était caché dans un massif. Il vit mon père enfermer un dépôt dans la terre, et le frappa d'un coup de couteau au milieu même de cette opération. Puis, croyant que ce dépôt était quelque trésor, il ouvrit la fosse, et me trouva vivant encore. Cet homme me porta à l'hospice des enfants trouvés, où je fus inscrit sous le numéro 37. 3 mois après, sa sœur fit le voyage de Rogliano à Paris pour me venir chercher, me réclama comme son fils et m'emmena. Voilà comment, quoique né à Auteuil,
Je fus élevé en Corse. Il y eut un instant de silence, mais d'un silence si profond que, sans l'anxiété que semblaient respirer 1000 poitrines, on eût cru la salle vide. Continuez, dit la voix du président. Certes, continua Benedetto, je pouvais être heureux chez ces braves gens qui m'adoraient. Mais mon naturel pervers l'emporta sur toutes les vertus qu'essayait de verser dans mon cœur ma mère adoptive. Je grandis dans le mal et je suis arrivé au crime. Enfin, un jour que je maudissais Dieu de m'avoir fait si méchant et de me donner une si hideuse destinée, mon père adoptif est venu me dire: Ne blasphème pas, malheureux, car Dieu t'a donné le jour sans colère. Le crime vient de ton père et non pas de toi, de ton père, qui t'a voué à l'enfer si tu mourais, à la misère si un miracle te rendait au jour. Dès lors, j'ai cessé de blasphémer Dieu, mais j'ai maudit mon père. Et voilà pourquoi j'ai fait entendre ici les paroles que vous m'avez reprochées, monsieur le président. Voilà pourquoi j'ai causé le scandale dont frémit encore cette assemblée. Si c'est un crime de plus, punissez-moi. Mais si je vous ai convaincu que dès le jour de ma naissance, ma destinée était fatale, douloureuse, amère, lamentable, plaignez-moi. Mais votre mère, demanda le président. Ma mère me croyait mort. Ma mère n'est point coupable. Je n'ai pas voulu savoir le nom de ma mère. Je ne le connais pas. En ce moment, un cri aigu, qui se termina par un sanglot, retentit au milieu du groupe qui entourait, comme nous l'avons dit, une femme. Cette femme tomba dans une violente attaque de nerfs et fut enlevée du prétoire. Tandis qu'on l'emportait, le voile épais qui cachait son visage s'écarta, et l'on reconnut Madame de Danglars. Malgré l'accablement de ses sens énervés, malgré le bourdonnement qui frémissait à son oreille, malgré l'espèce de folie qui bouleversait son cerveau, Villefort la reconnut et se leva. « Les preuves, dit le président. Prévenu, souvenez-vous que ce tissu d'horreur a besoin d'être soutenu par les preuves les plus éclatantes. Les preuves, dit Benedetto en riant. Les preuves, vous les voulez? Oui. Eh bien, regardez, monsieur de Villefort, et demandez-moi encore les preuves. Chacun se retourna vers le procureur du roi, qui, sous le poids de ces 1000 regards rivés sur lui, s'avança dans l'enceinte du tribunal, chancelant, les cheveux en désordre et le visage couperosé par la pression de ses ongles. L'assemblée tout entière poussa un long murmure d'étonnement. « On me demande les preuves, mon père, dit Benedetto. Voulez-vous que je les donne? Non, non, balbutia M. de Villefort d'une voix étranglée. Non, c'est inutile. Comment c'est inutile? S'écria le président. Mais que voulez-vous dire? Je veux dire, s'écria le procureur du roi, que je me débattrai enfin sous l'étreinte mortelle qui m'écrase, messieurs. Je le reconnais, dans la main de Dieu vengeur. Pas de preuves. Il n'en est pas besoin. Tout ce que vient de dire ce jeune homme est vrai. Le silence, sombre et pesant, comme celui qui précède les catastrophes de la nature, enveloppa dans son manteau de plomb tous les assistants, dont les cheveux se dressaient sur la tête. « Et quoi, monsieur de Villefort » s'écria le président. « Vous ne cédez pas à une hallucination? Quoi? Vous jouissez de la plénitude de vos facultés? On concevrait qu'une accusation si étrange, si imprévue, si terrible, eût troublé vos esprits. Voyons, remettez-vous. » Le procureur du roi secoua la tête. Ses dents s'entrechoquaient avec violence comme celles d'un homme dévoré par la fièvre. Et cependant, il était d'une pâleur mortelle. « Je jouis de toutes mes facultés, monsieur, dit-il. Le corps seulement souffre, et cela se conçoit. Je me reconnais coupable de tout ce que ce jeune homme vient d'articuler contre moi. Je me tiens dès à présent chez moi, à la disposition de monsieur le procureur du roi, mon successeur. » Et en prononçant ces mots d'une voix sourde et presque étouffée, monsieur de Villefort se dirigea en vacillant vers la porte que lui ouvrit d'un mouvement machinal l'huissier de service. L'assemblée tout entière demeura muette et consternée par cette révélation et par cet aveu.
qui faisait un dénouement si terrible aux différentes péripéties que depuis 15 jours avaient agité la haute société parisienne. Eh bien, dit Beauchamp, qu'on vienne dire maintenant que le drame n'est pas dans la nature. Ma foi, dit Château Renaud, j'aimerais encore mieux finir comme M. de Morcerf. Un coup de pistolet paraît doux auprès d'une pareille catastrophe. Et puis, il tue, dit Beauchamp. Et moi qui avais eu un instant l'idée d'épouser sa fille, dit Debray. A-t-elle bien fait de mourir, mon Dieu, la pauvre enfant? La séance est levée, messieurs, dit le président, et la cause remise à la prochaine session. L'affaire doit être instruite de nouveau et confiée à un autre magistrat. Quant à Andrea, toujours aussi tranquille et beaucoup plus intéressant, il quitta la salle, escorté par les gendarmes qui involontairement lui témoignaient des égards. Eh bien, que pensez-vous de cela, mon brave homme? Demanda Debray au sergent de ville, en lui glissant un louis dans la main. Il y aura des circonstances atténuantes, répondit celui-ci.